J'ai le grand plaisir, l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au premier Evian Summit. Pour un petit rappel que nous ne pouvons pas vivre sans la biodiversité, nous ne pouvons pas vivre sans les forêts et on va en parler tout au long de la journée et comment nous pouvons éviter un phénomène extrêmement important qui est la déforestation importée. Madame le maire Josiane Lahaye, on l'accueille sur scène. C'est grâce à tout cela que les choses avancent, que les consciences se font et que l'on esquisse des solutions. Tout ne sera pas réglé à l'issue de ces tables rondes et de ces réflexions. Je dirais même que la somme de ce qu'il y aura encore à accomplir ce soir sera peut-être plus lourde que ce matin. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Mais je sais aussi que nous aurons fait des petits pas et que c'est la somme de ces petits pas qui compte et qui peut renverser le monde. Et c'est très précisément le message que je voulais vous faire passer ce matin. Vous pouvez compter sur moi et sur toute la ville d'Évian pour faire avancer les choses. Belle journée à vous. Merci. Merci d'être là. Merci à vous toutes et tous. Merci aussi à vos interprètes qui vont travailler maintenant. On leur souhaite très bon courage, on les remercie. C'est une très très belle image de vous avoir sur scène et je vais vous inviter après une petite pause là pour que vraiment on chérisse cette très très belle image. On va avoir plein d'occasions d'images et de photos aujourd'hui, mais je pense que c'est important de prendre un petit peu conscience non seulement du voyage qu'ils ont fait pour venir ici, mais surtout de leur engagement et à quel point ils incarnent ces combats. On va faire le lien entre notre quotidien et la préservation des forêts. C'est une réalité, ce n'est pas lointain, c'est quelque chose de complètement lié. Et la préoccupation qu'on a quand on regarde cette façon de consommer de manière déséquilibrée, on a un très grand biome dans le Brésil. Et tout ce qui est déforestation, pollution des eaux, extraction minéraire, c'est en train d'affecter ces biomes. Et quand on regarde la manière dans laquelle la forêt amazonienne est en train d'être détruite d'une manière extrême, on se préoccupe encore plus. L'élevage des vaches est un problème très grand. Parce qu'on voit aussi la manière dans laquelle les personnes sont en train de couper la forêt pour planter du soja. Les pesticides chimiques viennent d'ici, de l'Europe et de différents pays. Et les personnes, au lieu de manger des plantes saines, ils sont en train de manger aussi du poison. En plus de laisser une terre qui est contaminée, qui est en train de tuer les plantes, les animaux, les poissons. En plus de la contamination des pesticides chimiques, on est en train de voir l'extraction minéraire avec lesquelles les personnes tirent sur la terre, sur l'eau, des produits comme le mercure qui sont en train de tuer des personnes. Et nous, le peuple indigène, on est les protecteurs qui sont en train de sécuriser, de protéger cette verre qui reste, cette Amazonie. Mais on continue à voir les grands entrepreneurs, les gouvernements qui sont en train de dire que nous, on vit encore dans le passé, que nous, on n'est pas développés. Aujourd'hui, la plus grande rivière au monde, c'est la rivière Amazonie, le Rio Amazonia, a eu une grande sécheresse, ce qui a causé la mort des millions de poissons. Et cette grande préoccupation qu'on a, ça nous permet de regarder le monde et de se poser la question où est-ce qu'on est en train d'aller dans ce monde. C'est pour ça que le grand projet de l'Institut Yoren Katasorensi est celui de planter des millions d'arbres pour pouvoir récupérer les sources d'eau. This year, we go to different communities and we tell them what we do as guardians, protecting the lands
Donc, une grosse partie de son travail, ils vont visiter aussi les communautés, ils essaient de sensibiliser. Et bien sûr, aujourd'hui, la question, c'est de s'adapter au changement climatique. Il y a longtemps, les épaisseurs de glace étaient très importantes, jusqu'à 10 pieds. Aujourd'hui, c'est 3 pieds. Ça a beaucoup changé, ça crée beaucoup de problèmes pour les communautés. Donc, c'est très important de parler de ça avec nos jeunes pour qu'ils comprennent tous les changements qui se passent. Parce que j'avais constaté qu'autour, le Gabon est vaste, c'est vrai, mais moi, je gère pas mal de domaines. Et dans mon domaine, j'avais remarqué, avec l'exploitation forestière illégale, j'ai découvert la perte de certains bois que je ne pouvais plus avoir dans ma zone pour pouvoir mener mon action. Par exemple, la disparition de l'Okoumé. Chez moi, l'Okoumé n'existe plus. Le Kevazingo n'existe plus. Il y a l'handicap au niveau de mon métier en tant que traduit praticien. Par exemple, le Kevazingo, on ne le voit que sous forme du prix du mètre cube. Mais la valeur de juste un petit losange de son écorce, les gens ne connaissent pas, ça peut soigner le monde entier. Donc, quand ça n'existe plus dans ma forêt, j'ai du mal parce que je n'ai pas de véhicule, je n'ai pas assez de moyens pour soigner, par exemple, 2-3 patients. Il faut que je prenne une navette pour me retrouver dans les lacs, là où il y a encore la forêt vierge, où je peux trouver le Kevazingo. Donc, mon combat, c'est de reboiser tous ces bois. Et plus dans la botanique, pour ceux qui vont à l'école, chez nous, beaucoup ne connaissent pas les bois lorsqu'ils sont petits. Bon, mais nous, en tant que peuple autochtone, on ne peut pas si nous ne sommes pas soutenus par des organismes, par exemple, internationaux ou des gens qui connaissent bien la loi. La nature a ses lois. Si on respecte les lois de la nature, on respectera la nature. Si on respecte la nature, la planète sera en équilibre. Aujourd'hui, je suis très émue et j'ai du mal à prononcer les mots. En entendant tous les discours de mes confrères, je suis vraiment très émue. Moi aussi, excusez-moi, je suis aussi un peu émue. Parce qu'en fait, pour être gardien de la forêt, il faut faire le sacrifice. Chacun d'entre vous vient ici pour écouter nos messages, parce que vous ne savez pas comment faire, comment préserver la nature. Vous avez dans votre âme, dans votre cœur, tout le monde pense que qu'est-ce que je dois faire pour apporter ma contribution. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Mais si nous ne sommes pas là par hasard, nous sommes venus ici pour être porte-parole de tous les rangers de la planète. Donc, je voulais vous dire que faites comme nous, aimez la nature, préservez-la, plantez les arbres. C'est ça que... Si tout le monde contribue comme ça, si tout le monde fait ce travail, la nature elle sera guérie elle-même. Bon, alors effectivement, comme vous l'avez dit, vous ne vous êtes pas trompé, je m'appelle bien Modije Kepanga et je viens bien de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais en réalité, je dois vous dire que ce n'est pas vrai. Moi, je considère que je viens d'Évian, de cette ville. Si vous aussi, vous habitez Évian comme moi, ou si votre cœur aussi est lié à Évian, vous savez qu'il y a une sculpture de moi en flottin et vous reconnaîtrez mon bâton dans le nez. Alors vous voyez, je suis bien d'ici. Et comme toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, je suis très lié à la forêt. Parce que moi, je ne suis pas né dans un hôpital ou dans une clinique comme vous. Moi, ma mère a accouché sous un arbre, sur un tapis de mousse. Et elle ne m'a pas mis dans un landau, mais elle m'a enrobé de feuilles pour me réchauffer au coin du feu. C'est pour cette raison que, comme tous ceux qui sont ici, je suis un gardien de la forêt, un fils de la forêt. Et je tiens à vous dire quelque chose d'important. Chez moi, dans ma tribu, je pense que nous vivons très différemment de chez vous, parce que vous pouvez déménager, vous pouvez habiter un endroit ou un autre. Mais moi, je vis sur les terres de mes ancêtres. Je suis né sur ces terres, je vais mourir sur ces terres. Mes enfants sont nés et vont mourir sur les terres de mes ancêtres. Donc nous sommes très attachés à cette terre, parce que nous savons que si nous la détruisons, nous ne pourrons plus vivre sur cette planète. Et comme tous mes amis qui sont ici, eh bien, je crois que, comme eux, mes anciens
anciens m'ont appris à prendre soin de la forêt. Pour que nous puissions continuer à vivre sur cette planète et pour que vous puissiez continuer à vivre sur cette planète, il faut que nous prenions tous soin de la forêt. Mais s'il y a un message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est que je pense que les politiciens, les hommes et les femmes qui ont une responsabilité politique ont une responsabilité très importante pour préserver la nature. J'aimerais simplement vous dire que dans mon pays, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, eh bien, la déforestation est de plus en plus importante. Mais grâce à un certain nombre d'hommes politiques, et en particulier d'un nouveau Premier ministre qui s'appelle James Marape, qui a conscience de l'importance de préserver les forêts, eh bien aujourd'hui, maintenant, la situation est en train d'évoluer de façon positive. Mais aussi le monde économique doit réagir. Et puis j'ai envie de donner un message à l'ensemble des jeunes. Et nous avons beaucoup d'espoir en vous. Donc c'est vous qui allez aussi pouvoir nous accompagner pour prendre des bonnes décisions. Nous oublions souvent que la forêt n'est pas une collection d'arbres, qu'ils sont en réalité des écosystèmes très complexes avec des systèmes d'interaction entre organismes, entre espèces, plantes, animaux, etc. Il faut commencer par là. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour parler de statistiques, de pourcentages, de chiffres sur les forêts. Je suis là pour parler de comment les forêts sont un symbole de comment nous sommes tous interconnectés dans notre quotidien et dans nos actions. L'agenda 2021 et surtout ensuite les 17 objectifs de développement durable dont vous entendez souvent parler sont souvent vus comme quelque chose de distant, de technique, du jargon. Et effectivement, je entends cette critique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes autour de l'avenir des forêts. Et s'il y a une certitude, c'est qu'au contraire, ces 17 objectifs de développement durable, nous en faisons quelque chose qui unit. C'est un symbole d'unité. Et dans un contexte de géopolitique rempli de tensions, avec aussi beaucoup de ruptures dans l'économie et au niveau social à cause de certaines technologies, au contraire, les objectifs de développement durable sont une lumière dans cette tempête. Dans ce cadre des objectifs de développement durable, ce qui est au cœur de ce cadre et de cette action, c'est un message qui est très simple finalement, que nous sommes connectés dans un système, dans un écosystème social, économique et surtout écologique complexe. Mais le message, il est simple. D'un point de vue politique, nous sommes encore en train d'essayer de comprendre cette complexité. Mais ce qui est vraiment à rappeler, et je suis désolé d'être peut-être négative, de rappeler une urgence sur le fait que notre espèce, c'est sa survie qui est en jeu, et elle est liée, intimement liée à la préservation des forêts et de leur santé. Et c'est la question principale pour la survie et la préservation des générations futures. Dans cet effort de conservation, les peuples autochtones, ces peuples indigènes jouent un rôle vital. Et rappelons-nous aussi à quel point la biodiversité est rassemblée dans ces forêts. Qu'est-ce que c'est en termes de représentation de la biodiversité sur Terre? C'est 80%. Et j'aimerais que cela rentre vraiment dans nos esprits. Pour cela, nous devons mettre fin à notre guerre contre la nature, en choisir de renforcer le lien émotionnel et spirituel qui nous unit à la nature. Parce qu'à la fin, en fait, on fait partie de la nature. Mais la vérité, c'est aussi qu'on est beaucoup plus, aujourd'hui, unis, nous engageons à agir pour ceux qui comptent vraiment, à construire un avenir où l'attention mutuelle, la régénération de la nature sont au cœur de chaque action, sous l'influence de la sagesse indigène, qui considère l'impact sur les 7 générations à suivre comme un guide de notre responsabilité dans la préservation du bien-être des personnes de la planète, pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain. Merci pour votre temps. Depuis 2 ans, on attaque des entreprises françaises en justice, justement parce qu'elles ont des actions de déforestation au Brésil et en Colombie. Il faut savoir que notre biodiversité, les 2/3 de cette biodiversité planétaire, elle est contenue dans ces forêts. Donc la protection des forêts, c'est hyper important en fait pour protéger l'équilibre mondial, la balance des espèces, etc. Et ça, c'est ce qui nous garantit aussi notre bien-être. On a besoin de ces sols qui soient forts, qui soient riches, qui soient vivants pour créer une agriculture qui soit durable et responsable. En forêt amazonienne, quand on se lève le matin, le premier truc qu'on voit, c'est les nuages au-dessus de la forêt.
On dit que la forêt génère de l'évapotranspiration, donc c'est comme si la forêt elle transpirait. Ça participe complètement au cycle de l'eau, les pluies, etc. Donc sans forêt, pas de pluie. Et d'ailleurs en Amazonie, on voit souvent les zones déboisées, les nuages quasiment s'arrêtent à la zone déboisée. Donc c'est hyper impressionnant. On peut voir les pluies en fait qui n'atteignent pas les zones qui sont brûlées. En 1980, j'ai commencé à planter la terre jusqu'à maintenant. Et on a réussi à récupérer notre rivière et notre terre à Xaninga. Et maintenant, je porte ce message par le monde aussi. Et tout ce qui est en train de se passer sur cette terre, nous, les êtres humains, on a cette culpabilité. Et on a cette responsabilité en tant que père et mère de passer cette responsabilité par les enfants, de s'occuper du monde. Pourquoi j'ai planté 3 millions d'arbres? Je ne les ai pas plantés pour moi. Je les ai plantés pour mes enfants, parce que moi, j'ai bien vécu. Je pouvais me baigner dans les rivières. J'ai fait ça pour mes enfants. Et je veux laisser ces grands patrimoines créés pour le grand esprit pour mes enfants aussi. On voit que c'est un phénomène systémique qu'on va retrouver sur tous les continents, et c'est pour ça que c'était aussi intéressant d'avoir des représentants de peuples autochtones des 5 continents. Donc on a perdu quand même déjà un peu plus de 15% de la forêt amazonienne, ce qui est énorme. Donc il y a une récente étude qui est sortie de la FAO, donc c'est les Nations Unies, qui dit que 90% de la déforestation, c'est lié à l'agriculture et à l'élevage dans le monde. Et ensuite, en termes de responsabilité, il faut savoir qu'une grande partie de cette déforestation, notamment l'agriculture commerciale, est à visée exportatrice, donc est liée au commerce international. Et qui dit commerce international dit aussi consommation. Et quand on arrive sur la consommation, on arrive à nous, c'est-à-dire que nous, via nos consommations, les pays occidentaux, l'Europe, on a un rôle, on importe des produits, des matières premières qui participent à la déforestation. 16% de la déforestation présente dans le commerce international est liée à l'Union européenne. Donc on est à peu près les deuxièmes, je crois que c'est derrière la Chine, et en troisième arrivent les États-Unis. Donc c'est pour dire aussi qu'on a un rôle primordial et que même si on pourrait voir la déforestation comme quelque chose de très lointain, directement via nos consommations, on va avoir un impact. Donc une fois qu'on sait les problèmes, les impacts que ça peut avoir et le rôle qu'on a, on se dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution et on se dit comment est-ce qu'on peut changer ça, comment est-ce qu'on peut essayer de réduire. Donc cet outil, on va le présenter, c'est un supermarché éphémère qui vous invite à faire vos courses et on va voir l'impact que peuvent avoir nos gestes du quotidien. On s'est intéressé aux principales matières premières qui participent à la déforestation. Donc on va retrouver le soja, le café, le bois, on a aussi l'huile de palme et après on va avoir d'autres produits comme le papier carton qui sont issus des forêts directement, mais aussi le cuir et l'EVA que Charlem a mentionné. Ici, est-ce que vous pouvez savoir, selon vous, ce qui causerait de la déforestation dans ces produits-là? Donc il faut savoir que le soja, c'est le premier vecteur de déforestation importé en France. On est à peu près à 3 millions de tonnes par an de soja importé. Le soja importé, vous allez vous dire, du coup, on arrête de manger du tofu et bingo. Eh bien non, parce qu'en fait, la plus grande partie du soja qu'on importe, c'est sous forme de tourteau, donc c'est du soja qui est trituré, et il est à destination de l'élevage, que ça soit la viande directement ou les coproduits, comme on les appelle, donc les produits laitiers, le beurre et ainsi de suite, on a un risque d'avoir un lien avec la déforestation. Tous les élevages ne sont pas dépendants de la même manière au soja. Certains élevages ont par exemple des alternatives encore. On voit encore des moutons se balader dans les champs, des vaches se balader dans les champs. Il faut savoir que la volaille, c'est le plus dépendant en termes de soja. C'est hyper intéressant pour eux parce qu'il y a plein de protéines à l'intérieur. Et du coup, malheureusement, on va le retrouver plutôt en D. Parce que notamment sur ce produit-là, il n'y a pas d'information. Et du coup, on ne sait pas d'où provient le soja, qui a nourri la volaille, qui est devenu ce nuggets-là. Donc quand il n'y a pas d'information, il y a un plus gros risque d'avoir un lien avec de la déforestation. Qui dit agriculture biologique dit que ça ne peut pas être des OGM. Et il faut savoir qu'au Brésil notamment, dont on importe la majorité de notre soja, la grosse partie de la production est OGM. Et du coup, si on est en agriculture biologique, l'alimentation de ces élevages-là a beaucoup moins de chances de provenir du Brésil, où ils participent énormément à la déforestation. Il peut provenir d'autres endroits où il y a aussi de la déforestation, on va dire qu'il y a moins de risques. C'est pour ça que quand on est en agriculture biologique, on va remonter en termes de risques et en termes de déforestation. Je termine vite. En fait, le soja qu'on va retrouver dans l'alimentation humaine, il a moins de chances de provenir des importations. Il faut savoir qu'on a de la production de soja en France, on en a aussi en Europe, et celui-là, il est non OGM, et généralement, du coup, il est plutôt à destination de l'alimentation humaine directement. Maintenant, on va faire le même exercice sur les produits transformés et le café et le cacao. Deuxièmement, on regarde uniquement les produits à l'intérieur. Donc là, on n'a pas regardé, par exemple, l'emballage, et on n'a pas regardé le transport. On a regardé uniquement les matières premières qui sont utilisées. Donc on va ensuite continuer sur les 4 derniers produits. On a du chocolat principalement, du Nutella, du Mars et du café.
Donc il faut savoir que ces cultures-là, c'est des cultures qui peuvent participer à la déforestation, à moins grande échelle, on va dire, que le soja, que l'huile de palme, qui sont des surfaces énormes, mais qui participent quand même. C'est notamment pas les mêmes zones. On va retrouver principalement dans l'Afrique de l'Ouest, mais aussi dans le bassin amazonien, bien sûr. Et ces produits-là, ils ont un rendement qui est plus faible que celui du soja, de l'huile de palme, donc il y a besoin de plus de surface. Et la deuxième raison qui fait que ces produits sont quand même assez bien placés généralement, c'est que c'est des produits qui contiennent directement la matière première. Ce qui fait qu'ils vont être placés généralement plus bas que les autres produits. Ça dépend lesquels. Mais voilà, c'est un peu une justification pour comprendre comment est-ce qu'on en arrive là. Mais c'est important de se rendre compte quand même que via des consommations de tous les jours, on va avoir des impacts. Parce qu'il y a des solutions qui existent en fait. On n'est pas obligé de boire du mauvais cacao, de boire du mauvais café et manger du mauvais cacao. Donc le maître mot, c'est la traçabilité, c'est hyper important. Donc oui, je vous le disais, le cuir nous provient en partie du Brésil. Donc on le récupère comme matière secondaire. Ce qu'on voulait juste rappeler, c'est que du coup là-bas, c'est vrai que l'élevage fait beaucoup de ravages et que, en l'occurrence, les géants de l'agro-industrie au Brésil, c'est des Français. Donc on a quand même une responsabilité des entreprises françaises à l'étranger qu'il faut noter. Et il faut bien savoir aussi comment on consomme. Je pense que c'est important de savoir où est-ce qu'on met ses billes aussi. Voilà, donc maintenant on va passer aux solutions. Qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit concret ? Il faut savoir que la moyenne d'un Français, c'est 352 mètres carrés de déforestation au cours de sa vie en moyenne. Mais achetons le plus proche du producteur. En France, on a une richesse gastronomique, une richesse de terroir qui est absolument hallucinante. C'est quand même relativement facile d'aller consommer des produits locaux. Et il y en a certains qui sont certes chers, mais il y a plein de réseaux qui existent, de petits producteurs où on peut s'en sortir beaucoup mieux que ça. Voilà. Et quand on achète des produits qui viennent de très loin, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne fait pas de café, pas de cacao en France, eh ben on essaye d'acheter un peu mieux et un peu plus responsable. Il y a des certifications qui existent et qui sont très robustes. Voilà. Donc, et globalement, on essaye de limiter au moins la viande, les produits transformés, ce qu'on a vu. Donc finalement, voilà, un peu plus de végétaux et de protéines végétales. Et un peu moins de produits transformés, bien sûr, un peu moins de produits exotiques qui viennent de super loin et dont on est complètement déconnecté, et évidemment moins de gaspillage, parce que malheureusement, il y a encore trop de gaspillage aujourd'hui. Les services publics et les entreprises ont un levier d'action qui est énorme par rapport à nous. Donc, interpeller les décisionnaires et faites porter votre voix, c'est hyper important d'aller vraiment aller parler avec les mairies. Si vous avez des enfants, vous allez à l'école, vous demandez ce qu'ils mangent à la cantine, vous vous interrogez un peu sur la traçabilité des produits. Poser des questions, c'est déjà une solution en fait. Avec les solutions, on se rend compte que même à notre échelle, on est capable de consommer mieux et déjà d'arrêter de surconsommer, parce que donc on peut agir même en étant jeune et à notre échelle, en faisant déjà attention à notre consommation. Aujourd'hui, où en est le secteur privé en matière de déforestation ? Sur certains sujets, je dois dire qu'on a fait du surplace depuis quelques années. Ce n'est pas uniquement la faute du grand méchant capital et des entreprises, c'est qu'on est sur des sujets extrêmement complexes, avec des ramifications, vous l'avez lu là, qui sont un peu partout. Cette déforestation, on en a partout. Et c'est pour ça qu'il faut mettre la pression sur les entreprises, qu'il faut peut-être les aider, les pousser, les inciter fortement, notamment via des leviers réglementaires. Il y a à peu près 50% de l'huile de palme qui est importée en Europe, qui est utilisée pour faire une chose, et une seule. Mais en fait, le problème majeur de l'utilisation de l'huile de palme en Europe aujourd'hui, c'est faire du biocarburant, de l'agrocarburant pour être plus précis. Donc du diesel, du biodiesel et du kérosène demain. Alors en France, on a eu la chance, grâce à la pression des ONG, d'interdire l'utilisation de l'huile de palme pour faire du diesel, mais ce n'est pas le cas partout en Europe. Et jusqu'à il y a peu, ou si vous faites le plein ailleurs en Europe, forcément, vous roulez à la déforestation et vous n'y pouvez strictement rien. Si vous prenez l'avion, j'espère pas trop, c'est pareil, vous volez forcément un petit peu à la déforestation. Évidemment, en tant que consommateur, le choix des produits qu'on achète a un impact très fort sur les entreprises, sur ce qu'elles vendent, ce qu'elles fabriquent. Le niveau qui permet aujourd'hui, quand on est citoyen français, de lutter le plus efficacement contre la déforestation, c'est le Parlement européen, c'est l'Union européenne. Ouais. Ce sont les députés européens qui permettent de lutter aujourd'hui le plus efficacement d'un point de vue réglementaire contre la déforestation importée. Donc preuve en est, au mois de juin, le Parlement européen a adopté un règlement européen, donc qui s'appliquera à l'ensemble des pays de l'Europe, pour la lutte contre la déforestation importée. Donc les entreprises, à partir de 2024, seront obligées d'analyser leurs risques de déforestation sur 5 matières premières principales. Et ça, c'est la même loi
pour tout le monde, dans tous les pays d'Europe et pour toutes les entreprises. Donc c'est un levier hyper puissant. Et là, nos gouvernements, via la voie diplomatique, aussi ont un rôle à jouer pour renforcer les cadres légaux des pays producteurs. Et ça, c'est assez important, parce que sinon, on va s'apercevoir qu'on a de très belles lois en Europe, mais qui, sur le terrain, n'ont malheureusement pas d'effet. Le meilleur moyen, le moyen le plus simple, en fait, sans trop se poser de questions, c'est moins consommer, moins et mieux. Et ça, c'est le moyen le plus simple, quelle que soit la problématique, que ce soit biodiversité, déforestation, climat ou autre. Qui vont se dérouler, encore une fois, les conséquences écologiques et humaines de la déforestation, avec nos représentants du Canada et du Gabon, la déforestation et les changements climatiques avec notre représentant de Mongolie. Donc, quand on est allé contre les plus grands cassateurs illégaux d'animaux, contre les plus grands coupeurs des bois illégaux, les chefs d'entreprise nous disaient « Vous êtes fous, vous êtes en train d'aller contre l'économie du pays ». Mais nous, on a dit non. Et on a dit, nous, on est en train de travailler pour une qualité du pays. Et on a commencé à replanter ces lieux qui étaient des lieux d'élevage de vaches avec des plantes sans jamais planter une monoculture pour justement pouvoir ramener les animaux de nouveau. Et c'est très important, ces réseaux des paroles, d'échanges entre politiciens, chefs d'entreprise, activistes, jeunes, tout ça c'est très important. Parce que oui, c'est la vérité, on ne va pas arrêter de manger, mais on peut changer tous ces systèmes complètement, d'une manière qu'on puisse manger ce qui vient de la terre, protéger l'eau, protéger les animaux, protéger la forêt. Qu'en fait, sans ces chiffres, c'est difficile de comprendre, de savoir ce qu'il faut faire. Cet arbre-là, cette espèce d'arbre, elle tient le sol de cette résistance-là. Il faut que les arbres y poussent, ils doivent avoir cet âge-là. Ils doivent vraiment. En fait, ça permet, je sais que c'est un peu triste, mais c'est de quantifier leur utilité aussi pour leur donner une valeur monétaire. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils veulent savoir, les gouvernements, dans les pays industrialisés où on a oublié l'importance des forêts, où elle n'est plus dans notre cœur, mais on doit la quantifier réellement. On peut leur dire, voilà, si vous plantez des arbres ici, il va y avoir moins de glissement de terrain, vous allez économiser tant d'argent, parce que vous n'allez pas perdre votre pont ou les maisons qui sont dessous, les assurances, vous n'aurez pas besoin de payer. Et là, tout d'un coup, il y a des projets qui se débloquent, il y a de l'argent qui arrive, et là, on peut entretenir les forêts, on peut prendre les mesures qu'il faut. Après une déforestation, quelques années après, il y a tout le sol qui glisse parce qu'il n'y a plus les forêts pour les tenir. Alors évidemment, ça arrive que dans les endroits où il y a de la pente, mais on est chez nous très concernés par ça. T'enlèves les arbres, il y a tout qui glisse, vraiment. Donc il faut replanter. Toute l'eau qui tombe sur le sol, elle finit par ruisseler, elle finit dans les rivières, elle finit dans les lacs, dans la mer, dans les océans. Et puis c'est celle que vous buvez, c'est celle que les animaux boivent. Donc en fait, elle ne reste pas dans les forêts. Et ça, c'est vraiment important. C'est justement par les forêts qu'elle passe, mais après, elle va ailleurs. Donc déjà, les forêts, elles servent de filtration naturelle. Donc elles vont retenir par exemple les nutriments. Et puis en fait, c'est important les nutriments, hein, mais quand il y en a trop qui finissent dans les rivières, par exemple, ça déséquilibre complètement les écosystèmes. On appelle ça l'eutrophisation. Après, on se retrouve avec beaucoup trop d'algues. Et si on déséquilibre les écosystèmes, il n'y a plus rien qui fonctionne parce que c'est un équilibre fragile. Le cycle de l'eau, hein, vous en avez entendu tous parler, je pense. Si on dérègle ça quelque part, forêt amazonienne par exemple, bah en fait ça dérègle tout, hein, ça dérègle les océans et ça dérègle la météo chez nous aussi, quoi. Cet été, nous avons eu 18 millions d'hectares qui ont brûlé au Canada. Nous, on aide les communautés même à porter plainte contre certains exploitants illégaux qui ne participent pas au développement local, notamment, puisque chaque société, normalement, doit financer des projets de développement local dans les communautés. Et comme ce n'est pas le cas, on aide en fait les communautés. Donc les communautés sont pour nous vraiment des partenaires contre ces fléaux que sont le trafic de faune et puis l'exploitation forestière illégale. Lorsqu'on parle du reboisement, il faut reboiser les arbres fruitiers. Ce sont les arbres fruitiers qui nourrissent les animaux. Par exemple, l'éléphant, c'est un friand du chocolat, c'est un friand de la noisette. Donc, tous ces bois-là, une fois que c'est abattu, du coup, l'éléphant a faim, il est obligé d'aller vers le village. Morel rundu, nzaou rundu, c'est-à-dire que l'homme guette l'animal, l'animal guette l'homme. C'est ça le phénomène qui fait que l'éléphant se rapproche vers le village. C'est le manque de sa nourriture en forêt.
la consommation de viande, c'est vraiment un impact, c'est le plus gros impact, mais de très très loin, dans notre quotidien. L'impact de l'élevage, c'est catastrophique. Je veux dire, la déforestation en Amazonie, c'est presque uniquement à cause de la viande qu'on mange tous les jours, et en particulier la viande de bœuf, qui est vraiment la plus impactante. Donc s'il y a une personne aujourd'hui qui peut-être diminue, voire arrête de manger de la viande, je crois que voilà, je ne serais pas venu pour rien. Ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est que les forêts à l'heure actuelle, de la même façon que les sols sur lesquels on marche et que les océans, constituent ce qu'on appelle des puits de carbone naturels, c'est-à-dire que de façon totalement spontanée, ils captent des émissions de CO2. On considère aujourd'hui que les océans captent à peu près 30% des émissions, les sols environ 15%, les forêts 15% aussi, et tout ce qui n'est pas capté reste dans l'atmosphère, et c'est justement ce qui pose problème aujourd'hui. Notre taïga, c'est une zone protégée, et le lac Rouskol, c'est l'eau potable, et c'est vraiment la source du monde entier, c'est-à-dire l'eau potable du monde entier, parce que ça devient un peu rare, et on a beaucoup de problèmes d'eau dans le monde entier. Nous avons mené un combat sans faille pour arrêter les 44 licences d'exploitation minière. Vous le dites très bien, vous trouvez des ours à un moment avec de la laine et des écorces d'arbres dans l'estomac parce qu'ils n'ont rien à manger, parce que leurs forêts en Sibérie russe ont brûlé. Du coup, ils ont changé de territoire et ils sont arrivés jusqu'en Mongolie, l'estomac vide. Et du coup, ils attaquent, c'est pas tellement qu'ils attaquent, mais ils cherchent de la nourriture et ils s'approchent donc des habitations. Donc ça, c'est une des conséquences du dérèglement climatique et de la déforestation aussi. Les ours perdent leurs habitats et leur nourriture. Et en fait, plutôt que la quantité d'arbres, ce qu'il vaudrait mieux regarder, c'est surtout leur santé pour qu'ils jouent ce rôle de puits de carbone comme ils le font normalement, naturellement. Je l'ai pas dit, mais en France, c'est à peu près 7,5% de nos émissions qui sont captées par les arbres. I can tell you it was a pretty wild summer. Ça a été un été très difficile. Il y a eu 18,4 millions d'hectares de brûlés pendant les feux de l'été. Oui, ils s'attendent à des étés encore plus durs à venir parce que même si ça s'est arrêté, le sol lui-même est en train de se consumer. Et on en parlait aussi, le permafrost du coup va commencer à fondre. Et du coup, le permafrost fondant, ça fait ressortir de nouvelles maladies qui étaient emprisonnées dans le permafrost et qui vont sortir aussi. À cause du changement climatique, les taïgas, il n'y a pas beaucoup de précipitations. Avant, on plantait des arbres sur toute la période de l'année. Et maintenant, de juin à septembre, le sol est trop dur, on ne peut plus planter. Et ça, c'est un impact parce qu'il y a de plus en plus de déforestation, donc il y a moins de pluie, donc ça hydrate moins les sols et donc du coup, on peut moins planter. Donc on plantait toute l'année dans sa région de lac, dans l'Amazonie. Maintenant, de juin à septembre, le sol est comme du béton, on ne peut plus planter. Et notamment d'essayer de bien comprendre comment les deux interagissent et surtout comment la déforestation impacte le changement climatique et comment le changement climatique impacte les forêts aujourd'hui. Et surtout impacte tous les services que peuvent rendre ces différentes entités. Donc si on regarde un petit peu les évolutions, on voit quoi? On voit que jusqu'à 1900 à peu près, la forêt est restée à peu près équilibrée. Elle n'a perdu que 10% de sa surface en presque 10 000 ans. Par contre, à partir des années 1800-1900, la forêt s'est réduite très très fortement. D'accord? Et ce qu'on observe, c'est que cette forêt, elle a commencé à céder la place effectivement à quel type d'activité? L'agriculture de céréalière, produire des céréales, et l'agriculture pour l'élevage. Donc vraiment tout ce qui est faire de la place pour le pâturage et pour nourrir les animaux. Ça, c'est ce qui s'est passé en termes de déforestation. La Terre n'a aujourd'hui que 1% de sa surface terrestre émergée qui est de l'urbanisation. Tout le reste, c'est des terres agricoles, des terres pour l'élevage, et il reste quand même encore quelques forêts. Mais avant toute chose, les forêts, c'est quoi? C'est un écosystème.
un écosystème qui est essentiel à faire fonctionner tout le système climatique qu'on a vu juste avant. Mais que quand on commence à taper trop fréquemment dans ces arbres, qu'on fait tout cramer, ce qu'on est concrètement en train de faire à l'échelle mondiale, et qu'en plus de ça, on utilise de plus en plus les ressources que peuvent produire ces forêts, on dégrade et on réduit leur capacité à stocker du CO2, et surtout, on endommage les arbres de manière à ce qu'ils, par leur système d'évapotranspiration et par leur système de respiration en eux-mêmes, commencent à émettre du CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est la réalité de notre situation. À partir du moment où on a commencé à exploiter les énergies fossiles, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ce CO2 a augmenté en concentration dans l'atmosphère. Et on a atteint une concentration qui dépasse aujourd'hui les 400 ppm dans l'atmosphère, ce qui n'a jamais été observé. Si vous remontez cette jolie petite courbe-là, ouf, la dernière fois qu'on a atteint ça, c'était il y a 3 millions d'années. Et on ne peut pas vivre avec un certain niveau de température. Si on dépasse un certain niveau de température, il devient impossible pour les écosystèmes tels qu'on les connaît de perdurer dans le temps. Et la réalité devant nous, pourquoi est-ce que nos forêts sont essentielles? Parce qu'on a des trajectoires possibles devant nous, d'accord? Ces trajectoires, c'est quoi? Lorsqu'on brûle des forêts, on va à la fois limiter leur capacité de capter ce CO2, et en plus de ça, tout ce que les arbres captent dans leur vie, une fois que la forêt brûle, ça repart dans l'atmosphère. Je pense qu'on se souvient à peu près toutes et tous de quand, pour mesurer un arbre, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le nombre de cercles qu'il y a à l'intérieur. Ça va nous donner l'âge de cet arbre-là. Ces cercles, c'est quoi? C'est du carbone. Donc quand un arbre brûle, tout le carbone qu'il a séquestré repart dans l'atmosphère. Et c'est un phénomène qu'on peut considérer comme étant une bombe climatique. Donc les forêts sont encore une fois au cœur de cette interaction climat-déforestation. Mais les forêts jouent un rôle majeur de régulation de ce cycle de l'eau et de ses précipitations. Le fait que les forêts respirent, produisent de l'humidité par leur respiration, et le fait surtout qu'elles ont un rôle essentiel pour capter l'eau et pour la faire redescendre dans le sol et pour alimenter les nappes phréatiques. Si toutes les forêts disparaissent, les eaux souterraines sont très fortement menacées par cette disparition-là. Donc ça perturbe le fonctionnement du cycle de l'eau. Il y a un effort important à mettre sur les forêts tropicales parce qu'elles sont beaucoup plus fragiles que nos forêts européennes. Et les forêts ont elles aussi un rôle à jouer dans tout ça. Quel rôle? Elles ont un rôle de barrière, ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique. Les forêts sont au cœur de la capacité à nous aider à faire face à ces phénomènes extrêmes climatiques qui sont de plus en plus forts et de plus en plus importants. Donc leur destruction progressive aux forêts réduit notre capacité à faire face à ces événements-là et explique en partie qu'on ait par exemple des glissements de terrain qui sont de plus importants, des inondations dans certaines zones qui vont être de plus en plus massives. Parce que si les précipitations sont perturbées, si les sécheresses sont de plus en plus importantes, quand il pleut beaucoup sur un sol sec, l'eau s'accumule, on a des inondations. S'il n'y a plus de forêt pour faire barrière, tout ça va s'accentuer. Parce que les écosystèmes ne peuvent pas résister à de tels bouleversements s'ils ne sont pas protégés. Donc des forêts qui sont déforestées, des forêts qui sont coupées, elles vont subir très violemment ce type de modification liées directement au changement climatique. Plus de 80% des espèces qu'on connaît sur Terre, on connaît à peu près 2 millions d'espèces aujourd'hui sur Terre, elles sont menacées. 80% de ces espèces-là. Ça, c'est un chiffre qu'il faut vraiment retenir. C'est-à-dire qu'on a menacé par nos activités directes, nous les humains, 80% de ce qui vit sur cette planète. Et les écosystèmes forestiers ne sont pas les seuls à subir tout ça, parce que les forêts ont aussi un rôle dans leur capacité à capter les sédiments, tout ce qui se passe quand il pleut, la terre, elle réagit à la pluie, certains sédiments vont dans les rivières. Les forêts bloquent ça. Si les forêts disparaissent, ces sédiments, ils vont dans les eaux. Et quand ils vont dans les eaux, quel impact ils ont? Ils détruisent les coraux. C'est un truc qu'on n'a pas forcément en tête, mais il y a un lien direct entre la santé des barrières de corail à l'échelle mondiale et celle des forêts. Si les forêts disparaissent, les coraux disparaissent avec elles. La crise de la biodiversité est plus importante que la crise climatique qu'on rencontre aujourd'hui. C'est pour vous dire que vraiment, on en est arrivé à un point de rupture et que ces deux crises sont interconnectées. Donc voilà, il faut agir sur la crise climatique pour préserver les espèces. Et les espèces sont elles aussi garantes de la bonne santé de nos milieux. Très bien, c'est effectivement assurer on appelle ça la traçabilité, c'est-à-dire vérifier d'où vient le bois qu'on utilise pour nos meubles notamment, pour nos habitations, etc. Ça, c'est une des solutions. Diversifier les essences d'arbres qu'on va planter. C'est-à-dire qu'on le sait aujourd'hui, les monocultures, elles sont néfastes. Et il faut diversifier les essences, déjà parce que ça les protège aussi en cas d'incendie.
Donc c'est nécessaire. Il y a également un texte européen qui réglemente la déforestation importée. À partir du 1er janvier 2025, on importera des biens qui viennent de l'étranger que s'ils peuvent certifier, dans leur pays d'origine, que si le pays d'origine, l'exportateur, certifie que ce produit, ce cacao, cette huile, n'a pas créé de déforestation dans son pays, en tout cas pas depuis 2020, mais aussi de faire des partenariats concrets. Et donc la France a mis 50 millions d'euros sur la table, et l'idée c'est qu'on fera des partenariats avec les pays qui s'engagent à protéger la biodiversité, et qui s'engagent à protéger 30% de leurs terres, et 30%. Tout simplement parce que les propriétaires terriens ont besoin d'une alternative économique pour éviter de détruire leur forêt primaire. Donc si vous leur permettez de gagner de l'argent en plantant de la vanille, eh bien vous allez éviter qu'ils détruisent leurs arbres. Donc ça, c'est un levier important. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça permet de limiter la déforestation. Si vous plantez des arbres, si vous offrez des alternatives économiques avec la vanille, par exemple, si vous protégez la forêt pour inviter des scientifiques, eh bien, ça permet de donner de l'argent à ces propriétaires terriens, et donc ils ne coupent plus leurs arbres de forêt primaire. Et 40% des mines sont dans les forêts où vivent les peuples autochtones. Et donc, il y a une convention internationale qu'on appelle la Convention 69 de l'Organisation internationale du travail qui dit qu'il faut absolument que les peuples autochtones soient informés de façon libre et éclairée avant que des exploitations industrielles viennent dans leurs terres. Donc, ce qu'on a voulu vérifier, parce que dans cette réglementation, c'est la traçabilité. Est-ce qu'un produit qui vient du Brésil, par exemple, on peut vérifier qu'il ne participe pas à la déforestation? Si on n'a pas la traçabilité de A jusqu'à Z, vous voyez, parce que c'est bien beau de voter des textes, mais encore faut-il que ça soit applicable et qu'il y ait des moyens de contrôle. Et puis, que nous, l'Europe, on ne soit pas complice de ça. Et c'est vrai qu'en tant que consommateur, on a intérêt à être très vigilant sur l'origine. Il y a une urgence à réglementer, justement pour que ces populations autochtones puissent vivre, qu'ils aient un territoire, puisqu'ils garantissent la richesse de la biodiversité, mais nous, on est responsable de la super-consommation. Dans le monde, les forêts disparaissent dans différents endroits et malheureusement, dans les différents bassins où il y a la déforestation, il y a souvent des entreprises françaises qui sont concernées. Première chose, en Afrique, la principale zone où le pays qui a eu plus de déforestation liée au cacao, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est même plus un pays forestier, ils sont à moins de 10% de forêt, alors que c'était un grand pays forestier. L'an dernier, l'Indonésie, la déforestation liée à l'huile de palme, donc aux plantations industrielles d'huile de palme en Indonésie, est arrivée au plus bas taux de déforestation jamais mesuré depuis les années 2000. Donc il reste encore de la déforestation liée à l'huile de palme, le problème n'est pas réglé, mais on a baissé de 95%, enfin, c'est énorme. Et la déforestation, c'est une problématique que si on arrive à l'arrêter, on agit sur le climat, plus d'émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation, on agit sur la protection de ces magnifiques populations qui sont les meilleurs exemples de l'humanité qu'on peut avoir encore sur... et enfin, sur la biodiversité, parce que la déforestation, c'est la principale cause de perte de biodiversité. Donc, on peut réussir à réduire la déforestation. Quand on vous dit c'est compliqué, c'est pas vrai. On peut le faire. Ça a été possible sur l'huile de palme. Il faut le faire sur le soja et sur le bœuf. Et paradoxalement, je pense que c'est l'entreprise qui est à la source de tous les problèmes qu'on a évoqués. Et c'est aussi l'entreprise qui est à la source de toutes les solutions pour demain. Et on est aussi la dernière génération, tous ensemble, à pouvoir agir avant que tout nous échappe. Et l'entreprise à mission, c'est quoi? C'est l'entreprise qui met au cœur de son modèle économique une mission avec un impact positif pour la société. Et on a oublié pourquoi l'entreprise existe. Et à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout comme seul et unique objectif de l'entreprise, on s'est planté. Et donc, il y a urgence à refonder l'entreprise et à resacraliser le pourquoi l'entreprise existe. De ce qu'a fait la grande distribution depuis 50 ans, qui a consisté à toujours aller chercher plus loin, moins cher ailleurs. Nous, on a pris le parti inverse.
Et on se dit, chez les clients CAMIF, et puis demain, chez les prochains clients CAMIF, les futurs, il y aura une attention particulière à la qualité des produits, à l'origine des produits, à la façon dont ils sont fabriqués, à l'impact social et environnemental de leur achat. Et donc on a fait le choix, dès 2009, de miser sur une proposition de valeur tout à fait singulière, le choix du Made in France. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'entrepreneurs avec une vision positive pour le monde de demain. Quel récit on veut, voilà, quel monde on veut imaginer ensemble. Oui, il faut imposer un nouveau modèle de consommation plus sobre. Il n'y a pas d'autre choix de toute façon, parce que face à la crise qui est devant nous, même les entreprises vont être touchées par cette crise des ressources. L'inflation qu'on vit, il va falloir trouver de nouveaux modèles. L'économie circulaire, c'est probablement aussi un très bon modèle pour limiter, réduire la pression qu'on met sur les écosystèmes. Alors pour terminer, je dirais que moi, je ne suis bien sûr ni le premier ni le dernier des gardiens de la forêt, et bien au contraire, j'encourage tout le monde à agir localement. Je dis toujours que la première chose à faire, c'est d'agir dans son jardin. Il faut agir dans son jardin, dans son village, dans sa ville, sa commune, sa communauté, son département, son pays. Donc voilà, la loi est un outil, mais la loi, elle va très doucement. Et le problème, c'est que l'urgence, elle était hier. Et donc la France a décidé qu'à partir de l'an prochain, on ne financerait plus certains projets liés au pétrole, parce qu'il y en avait encore un petit peu. Il n'y aura plus d'argent public consacré à des projets pétroliers. Les grandes entreprises, c'est 0,6% du nombre d'entreprises en France. La plupart du tissu économique sont des PME qui sont très attachées à leur territoire. Et donc il faut prendre soin de notre écosystème de petites et moyennes entreprises, parce qu'elles ont la solution. Elles sont ancrées sur des territoires, elles ont une vision de temps long, elles ont cette vision de comment je vais transmettre l'entreprise à la génération d'après, et elles se comportent très différemment des grandes entreprises. Pour qu'en Europe, on adopte des règles toutes simples, c'est qu'un produit qui ne respecte pas les droits humains, il ne rentre pas en Europe. Point barre. Parce que Chine, c'est fabriqué par des Ouïghours. Moi, je ne comprends pas, au pays des droits de l'homme, comment on peut accepter de faire rentrer en France des produits comme Chine. Donc il faut avoir de l'exigence vis-à-vis aussi de nos gouvernants pour qu'on ait de l'équité économique et qu'on préserve notre écosystème local. Nous sommes tous des êtres humains et donc nous devons essayer de travailler sur nous-mêmes pour comprendre que si nous voulons continuer à vivre et si nous voulons continuer à être des êtres humains, eh bien il faut que nous prenions soin de tout ce que nous allons faire et que tous ces choix sont très importants pour nous tous. Chers amis, bienvenue au premier Evian Summit. Ce summit a pour objectif de sensibiliser, mobiliser en faveur de la lutte contre la déforestation et en particulier lutter contre la déforestation importée. Il y a une grande partie de la planète qui est couverte par les forêts et malheureusement une grande partie de cette couverture forestière qui se dégrade d'ailleurs à chaque seconde, qui se dégrade à cause principalement d'activités humaines et qui est néfaste pour l'ensemble, pas juste de l'écosystème, mais surtout pour l'espèce humaine et l'ensemble de la vie et de la biodiversité sur Terre. Là, on est ici pour être inspiré, pour agir. Il n'y a personne de mieux pour le dire que les 5 gardiens de la forêt que je vais inviter sur scène. Monsieur Benki Piaco, leader de la communauté Achaninka au Brésil. Nous sommes en présence de Hilarion Kassa Moussavu, alias Mambongo, homme médecine au Gabon. Nous allons inviter sur scène Tumur Sugjal, directeur de la zone protégée Taïga Rouge en Mongolie. Nous allons inviter sur scène Mundije Kepanga, le chef papou traditionnel en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et Twaila Edgi Matsuzumi, gardienne de la terre au Canada.
On demande au monde et à tous les êtres humains de la Terre de chercher et unir ces sentiments, et c'est seulement à travers la transformation de notre conscience qu'on va aboutir à un nouveau projet, un nouveau plan pour ce monde. Parce que même au jour d'aujourd'hui, moi je suis toujours persécuté. J'ai des menaces de mort sur ma vie et sur la vie de ma famille. Là où on a replanté près des rivières, l'eau est revenue. It's very important for us to protect this area of land and to extend that area to our actual traditional lands. We hope to Donc, on protège cette terre protégée, mais on voudrait l'agrandir de plus en plus, et c'est une étape pour essayer de décoloniser finalement ce système qui nous oppresse dans le Nord. Chacun d'entre nous doit engager dans ce combat. Parce que si on fait ça tout le monde fait à leur côté, on peut faire bouger quelque chose. Donc, agissons ensemble, réunir notre force. L'union fait la force, pardon. C'est une très bonne idée. On va inviter les enfants, on va inviter les éco-délégués des collèges, des lycées, élèves BTS qui ont travaillé sur la charte jeunesse. Oui, voilà, on a tous ensemble élaboré une charte ici qui va nous permettre à notre échelle, mais aussi à l'échelle de notre établissement et en tant que citoyen français, ici on s'engage pour limiter la déforestation à notre échelle et en tant qu'être humain sur cette terre. Je réduis ma consommation de viande dans la limite des moyens financiers et la maison. À la maison, si je peux me permettre. À la maison, pardon. Après, vous pouvez l'éviter votre maison aussi. Moi et mes parents, nous en achèterons moins, mais de meilleure qualité, en faisant attention à sa traçabilité et en privilégiant les circuits courts et locaux. J'évite le gaspillage alimentaire, les produits suremballés, l'achat de choses inutiles. On fait des économies, déjà, et en plus, c'est bon pour la planète. Je ne jette pas les vêtements, chaussures, articles de sport, surtout ceux en cuir. Je les donne ou les vends d'occasion. Moi aussi, je peux acheter de seconde main ou encore je les recycle. Je mets un pull en hiver pour limiter le chauffage de la maison à 20 degrés maximum et réduire les dépenses d'énergie. Après vient ce mythe, je continue à m'informer sur les questions de l'environnemental. Je relais ces informations auprès de mes camarades, avec eux sur les réseaux sociaux, et j'encourage les bonnes pratiques. Notre 6e engagement, je respecte et je protège les arbres présents à l'école et j'encourage la revégétalisation des cours de récréation. À l'école, demandez l'affichage de l'origine des produits de la cantine et limiter les produits à forte empreinte de forêt. J'encourage une politique zéro déchet à plusieurs niveaux, faire le tri sélectif du papier, diminuer le gaspillage alimentaire, cantine et énergétique à l'école. Le 9e engagement, je demande au directeur de l'école de sensibiliser et former l'ensemble des équipes internes, enseignants et agents, ainsi que les élèves à la question de l'empreinte forêt. Et dernier point, je m'intéresse dans le débat public au problème de la déforestation importée, puis j'adhère à une association engagée ou au conseil des jeunes de ma commune. C'est juste, évidemment, on engage tout le monde et on vous sollicite à d'abord s'intéresser avant de mener de grands projets. Il faut d'abord se sensibiliser soi pour ensuite sensibiliser les autres. Donc je sais que tout le monde ici a été remercié 1000 fois pendant toute la journée, mais personnellement je voulais le faire une toute dernière fois, de nous avoir offert la chance à tous d'avoir pu rencontrer toutes ces personnes, tous les intervenants durant toute la journée, mais aussi d'avoir pu élaborer cette charte et nous permettre de nous engager dans le futur pour un monde plus durable. Je ne sais pas si d'autres veulent.
Je pense que ce summit a permis de convaincre une bonne partie des gens que la Terre a encore beaucoup à apporter et qu'il faut aussi la protéger pour qu'elle puisse nous aider elle aussi. Et aussi à informer beaucoup de personnes de ce qui se passait sur Terre, parce que personnellement, avant ce summit, je ne savais pas grand-chose, et maintenant, j'en sais plus. Je trouve ça bien d'avoir confectionné une charte d'engagement pour qu'on sache les projets les plus importants à respecter, les engagements importants à respecter. Je suis super contente d'avoir pu participer à l'Evian Summit parce que j'ai pu voir et rencontrer des personnes exceptionnelles. Et voilà. Pour moi, les forêts et la nature, c'est magnifique. Donc il faut continuer à la protéger et s'engager à ce qu'on puisse toujours la voir et que tout le monde, même ceux après nous, ils puissent continuer à voir ça. Et pour finir, j'ai une seule chose à dire. Je m'adresse à tout le monde, à nous d'agir. Bravo les amis. Bravo les amis, vous êtes super, vous nous inspirez beaucoup. Restez sur scène. Moi, je vous propose de rester sur scène pendant que Madame la maire va parler. Et Muriel veut dire quelque chose aussi. Moi, je voulais juste vous remercier, les enfants, enfin tous ceux qui étaient là hier. Vous nous avez offert un spectacle absolument prodigieux. Vous avez, vous et les gardiens, ça en commun, que vos mots sont d'une authenticité rare. Vous nous donnez beaucoup d'émotions. C'est ce qui se passe aussi avec les gardiens. Et vous nous touchez là où peut-être qu'on a oublié que nous aussi, on a eu votre âge à un moment. Donc vous êtes là pour nous rappeler nos rêves d'enfants, nos engagements, que peut-être en grandissant, parce que il faut gagner notre vie, on nous apprend qu'il faut être rentable, et puis en fait on a des parasites, on a des blocages, et puis on s'éloigne de tas de choses qui sont tellement évidentes pour vous, qui sont tellement évidentes pour les gardiens. Alors eux comme vous êtes là pour nous le rappeler. Hier c'était absolument prodigieux, et toute cette émotion que vous nous transmettez, je crois qu'en fait c'est surtout ça qu'on retiendra de ce sommet. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est le cas, parce qu'on nous a beaucoup expliqué les problèmes des forêts, on nous a expliqué beaucoup les solutions quand il y en a. Quelque part, en fait, si on réfléchit vraiment, on le savait déjà. Alors, on a appris beaucoup de choses parce que les chiffres ont été là, on est allé beaucoup plus loin dans la connaissance, mais le fond du problème, on le connaissait vraiment. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'émotion et c'est le cœur pour pouvoir réagir. Vous avez ça, les gardiens ont ça. Alors à tous, je vous dis vraiment merci beaucoup pour ça. Chers amis, Josiane Ley, maire d'Évian, va prendre la parole et elle va faire une pré-clôture de cette soirée. Je ne sais pas si vous le savez, mais lundi, cette charte, elle part à l'UNESCO, puisque nos 5 chefs seront à l'UNESCO avec des enfants. Et cette charte sera reprise à l'UNESCO. Donc bravo pour votre travail d'aujourd'hui. Et puis, cette charte, elle va s'envoler. J'ai assisté à des discussions à la fois graves et pertinentes, celles d'experts qui partagent des constats, mais aussi leurs connaissances, les avancées possibles et donc les solutions. J'ai envie de dire ici ce soir que c'est là que nous devons intervenir, nous, élus. En effet, ce sont nous, les élus, qui devons accompagner et pousser les solutions. Ce sont nous, c'est nous-mêmes qui devons écouter et trancher, permettre la mise en œuvre, l'accélération, à la condition de se nourrir de tout ce que vous dites, de ce que vous proposez. Et c'est ce que j'ai fait toute la journée. Et puis, je terminerai en vous remerciant encore d'avoir participé à ce premier Évian Summit. Et comme nous ne pouvons pas en rester là, comme nous avons tous un devoir d'avancer, je vais vous annoncer officiellement que nous ferons un 2e Évian Summit. Et cet Évian Summit ira peut-être même plus loin puisque nous irons sur un engagement de la ville d'Évian à l'international. Et puis, je ne peux pas finir sans vraiment remercier chaleureusement du fond du cœur
les 5 chefs et les 5 traducteurs pour l'ensemble de ces 1 journée et demie passée avec vous. C'est le cœur qui parle là aussi, et avec beaucoup d'émotion. Merci. Merci, bravo.